Alors justement, on va parler chiffres, on va parler faits, et on va d'abord essayer de comprendre quels sont les taux d'équipement, la réalité de cet équipement en matière de téléviseurs. C'est quoi la grande tendance? Et est-ce que les Français ont effectivement tendance à renoncer d'ailleurs aux téléviseurs? On se dit que les écrans sont partout, mais est-ce que c'est si vrai que ça? Le téléviseur reste un équipement central dans les foyers français. Aujourd'hui, 93% des foyers français sont équipés d'un téléviseur. On a perdu peut-être 1 point au cours des années passées, mais ce n'est pas significatif. On a effectivement parallèlement une croissance très forte des nouveaux écrans. La seule chose que l'on mesure effectivement, c'est une baisse du multi-équipement. Il y avait à peu près 45% des foyers français qui étaient multi-équipés. Et effectivement, la croissance des tablettes, des ordinateurs a fait qu'on a un peu moins de foyers, 42% aujourd'hui, qui ont plusieurs téléviseurs. Peut-être pour le dire un peu autrement, ce qui est en train de disparaître, c'est le marché du deuxième téléviseur, celui qui autrefois était dans la chambre à coucher, dans la chambre des enfants, dans la cuisine, enfin, où sais-je, mais parce qu'il a été remplacé effectivement par d'autres écrans plus pratiques, plus mobiles, l'ordinateur, la tablette. Un point quand même qui est essentiel, c'est la fonction centrale que garde le téléviseur, parce que parfois on mélange télévision, téléviseur, le téléviseur, d'autant plus qu'il est de plus en plus grand, qu'il est dans une qualité chaque jour un peu meilleure. Il y a 15 ans, encore, enfin, puisqu'on est en fait ces 15 ans, la TNT n'avait pas été lancée. Ça veut dire que pour 75% d'entre nous, on était encore au régime de l'analogique, avec de la neige et avec parfois un signal qui se perd, qu'on avait passé ensuite en 15 ans, donc de la SD, enfin numérique basse définition, à la HD. Aujourd'hui, on est à 4K, et a priori, au moment des JO de 2024, on sera en 8K. Donc le téléviseur reste l'écran grand spectacle du foyer. Dans le baromètre quotidien de consommation de la SVOD que réalise NPA avec Harris Interactive, on mesure que 2/3 des usages se font sur le téléviseur. Et d'ailleurs, quand on parle des outils OTT, les Chromecast, les Apple TV, etc., ça sert d'abord et avant tout à projeter l'image qu'on a reçue sur son smartphone, sur sa tablette, vers le téléviseur précisément. Donc, si je vous entends bien, messieurs, c'est moins de téléviseurs, mais mieux de téléviseurs. Alors, moins de téléviseurs, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde les 2 dernières années, il y a eu une baisse de la durée d'écoute de la télévision. Cette année, on a à date entre moins 6-7 minutes de durée d'écoute de la télévision en moins. Mais premièrement, il faut rappeler que sur le long terme, la télé sort d'une phase de croissance extrêmement importante de sa durée d'écoute. Pour plusieurs raisons. Un, pour les raisons que Philippe évoquait, c'est que l'expérience télévisuelle s'est totalement transformée par rapport à une expérience sur un petit écran en basse définition. Et puis l'offre de contenu aussi, sans parler des acteurs de la SVOD que Philippe évoquait également, avec notamment le développement de la TNT, eh bien l'offre de contenu s'est transformée, ce qui a porté la croissance de la durée d'écoute de la télévision. Cela étant dit, on voit effectivement une baisse depuis 2 années, avec un double effet. D'une part, une baisse effectivement de la durée d'écoute en live sur le téléviseur, et parallèlement à cette baisse, une hausse des nouveaux usages de la télé, essentiellement des usages délinéarisés ou sur les écrans Internet. Pour finir, il faut dire que dans ces mesures et dans ces analyses, on n'a pas encore une prise en compte complète des usages de la télé, puisqu'on ne mesure pas encore la consommation en dehors du domicile, qui représente des usages importants, 10 minutes environ par jour. Et donc ces usages seront rajoutés au Mediamat à partir du 1er avril 2020. Donc mieux de télévision au pluriel, mieux de contenu. Mieux de télévision, absolument. Médiamétrie mesure de longue date la télévision linéaire. Il mesure depuis un certain nombre d'années la vidéo sur ordinateur, dans laquelle finalement
On réalise que des acteurs comme YouTube, ou malgré les efforts, leurs efforts n'arrivent pas à dépasser le cadre de la vidéo courte des 2-3 minutes. On a la chance, pour ce qui nous concerne, de pouvoir nous appuyer aussi sur le seul baromètre quotidien d'usage de la SVOD. Ça fera 2 ans le 1er janvier que tous les jours, on réalise avec Harris Interactive 2500 interviews dans lesquelles on peut demander aux Français non seulement s'ils ont regardé de la SVOD, mais très précisément au fil des questions sur quel écran, seul ou à plusieurs, à quel moment et précisément quel programme. Ce qu'on voit au final, c'est qu'on peut ajouter une petite dizaine de minutes supplémentaires à la mesure de médiamétrie. Donc à la fin, on n'est pas dans un moment de baisse de la consommation de vidéos, on est plutôt dans un moment de davantage d'écran. Alors, ce matin, on en parlait avec Bruno et Arnaud d'ailleurs en ouverture de cette journée. On parlait de cette fameuse comète qu'on nous prédisait et qui allait faire comète, ou en tout cas nous promettre la disparition du dinosaure télévision. On va faire tomber un cliché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? La télé est morte. Vive la télé. Enfin, elle est très loin. On a toujours aujourd'hui une durée de consommation qui est extrêmement importante. Elle est très loin d'être... elle est plus vivante que jamais. Je pense que il ne faut pas assimiler 2 années de baisse en mathématiques. La droite n'est pas le seul modèle de prévision. Hein. Et puis, je ne sais pas comment il faut l'entendre, mais je laisse le public décider. Il faut simplement dire que ce n'est pas parce qu'il y a une baisse pendant 2 ans que cette baisse, elle est éternelle. Il y a effectivement une transformation des usages, ça, elle est claire. La SVOD joue un rôle important derrière cette transformation. Mais les chaînes ont des atouts qui sont importants. Premièrement, on le voit, la fiction française, aujourd'hui, il y a beaucoup de succès au cours des 2-3 dernières années récentes qui témoignent de l'attrait des Français pour la fiction, qui représente d'ailleurs une part croissante du top 100 des audiences des chaînes que l'on peut regarder. Et puis, parallèlement à ça, il faut rappeler que la fiction et la télé est plutôt attaquée par la SVOD sur l'angle de la fiction. La fiction, c'est qu'une partie de la télévision. Le flux, les documentaires, l'information, le sport... Il y a des projets, certains peuvent être présents sur les plateformes de SVOD, mais ce n'est pas ça qui représente le gros de leur audience. Et puis enfin, je pense qu'on peut dire que même si le live baisse, on l'a vu l'été dernier, les chaînes de télévision ont toujours une force très importante lorsqu'il s'agit de concentrer des audiences autour d'un événement. Et puis autour d'un flux linéaire, je crois que vous en avez parlé ce matin, la problématique des moteurs de recommandation est loin d'être simple. Et l'antenne, le linéaire, est à mon avis une force aussi par rapport à des plateformes SVOD qui parfois peuvent un peu perdre leurs téléspectateurs qui ne savent pas forcément quel programme regarder. Peut-être pour le dire un peu différemment, d'abord les chaînes de télévision, elles sont plus seulement des chaînes linéaires. Elles ont chacune leur plateforme de replay qui vont parfois au-delà du replay. Certains proposent maintenant leur programme en preview, d'autres ajoutent des bonus. Les fenêtres de replay d'ailleurs sont en train de s'allonger. En Grande-Bretagne, ce qui a été décidé, c'est maintenant 1 an de conservation des droits de replay pour les chaînes de la BBC. Donc ça devient plus qu'une alternative, un vrai complément, je veux dire, à la diffusion linéaire. L'autre évolution importante, c'est qu'on n'a quasiment plus dans le paysage audiovisuel de chaînes seules. On a des groupes de chaînes. Et avoir 2, 3, 4, jusqu'à 5 chaînes dans le même groupe, ça permet de jouer sur des positionnements différents, des offres de programmes complémentaires, des cibles différentes, et c'est aussi effectivement un élément puissant pour rattraper. 2 points quand même, peut-être, sur les déséquilibres dont souffre le secteur. Il est surtout économique, plus que d'être dans l'usage. C'est pour ça que la publicité adressée, on en reparlera certainement plus tard dans l'après-midi, c'est une mesure attendue qui va permettre de reprendre de la valeur. C'est pour ça que les allègements qui ont été décidés dans le budget 2020 sur la taxe que payent les chaînes de télévision, elles sont bienvenues. Là encore, ça va les soulager. Voilà. C'est moins un sujet d'usage aujourd'hui qu'un problème économique. Bon, donc,
ça veut quand même dire que tout ne va pas si mal que ça. On peut voir le verre à moitié plein à un moment. Non, oui, peut-être. Oui, je pense totalement. Voilà, on est au milieu d'une grande transformation. 2020 va être une année. Il y a des sujets réglementaires qui sont en train d'avancer, notamment sur la télé adressée, puis sur un certain nombre d'autres sujets, sur la production, etc., qui vont être clés. L'arrivée de nouvelles plateformes de SVOD, et ça va être intéressant aussi de voir comment est-ce que le marché intègre. Certes, ça signifie un front de concurrence qui s'ouvre, mais en même temps, c'est aussi un front de concurrence supplémentaire pour l'acteur fort aujourd'hui qu'est Netflix sur ce segment-là. On voit qu'aux États-Unis, l'arrivée de ces nouvelles plateformes pose un certain nombre de questions par rapport au prix que les téléspectateurs sont prêts à payer. Etc. Donc voilà, je pense que ça va être une année riche, mais je pense que les chaînes ont beaucoup d'atouts à faire valoir dans cet univers. Alors, je vais encore apparaître comme celui qui empêche les choses de tourner en rond, mais il y a deux risques de déséquilibre peut-être. D'abord, un risque de trop plein au niveau de la production de contenu, avec une question d'ailleurs, pendant combien de temps tout ça pourra rester, sera-t-il financé? Juste pour un petit calcul, il y a quelques semaines, un jour à 16h47, mais je ne me rappelle plus de quel jour c'était, début novembre, on a dit c'est le jour où les femmes arrêtent d'être moins payées que les hommes. Et si on... En l'occurrence, c'est le jour de l'année où nous, ça y est, on peut s'arrêter de travailler parce que le reste du temps, on travaille pour l'État, mais pas pour nous. Donc en fait, c'est sympa. Mais... Marjorie, c'est une excellente nouvelle de savoir que votre prestation est gratuite aujourd'hui. Ça me remplit de bonheur. J'ai envie de te dire, call my agent. Mais plus sérieusement, l'an dernier, il y a eu plus de 500 séries produites aux États-Unis. Si on les multiplie par leur nombre d'épisodes et par leur durée, il aurait fallu passer 6 mois, 24 heures sur 24, ne serait-ce que pour voir la production américaine. Je vous passe Bollywood, je vous passe même la production française, etc. Bref, on pourrait ne faire que ça. Deuxième aspect, c'est donc plus de contenu, beaucoup plus de services et qui chacun vont monter leur appli, etc. Ça risque de devenir compliqué de trouver son contenu. Et donc l'enjeu, pour moi un des enjeux majeurs de 2020-2021, ça va être de réorganiser, de retrouver une logique de distribution qui ne complique pas la vie du consommateur, parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui regarde et potentiellement qui paye. Oui, on reviendra d'ailleurs à cette question de l'hyperchoix avec notre débat à partir de 15h30 qui va justement faire dialoguer des acteurs du linéaire qui se convertissent au non-linéaire et, attention, Netflix. Il y a quand même un mot que je ne vous ai pas entendu prononcer tout au long de cette revue de tendance. Est-ce que ça veut dire que c'est un mot qui aujourd'hui est un peu obsolète? C'est celui d'OTT. On a beaucoup parlé de SVOD, mais pas d'OTT. Est-ce qu'on l'emploie encore dans ce nouveau monde ou pas? Oui, on l'emploie. L'OTT, alors après, les définitions, je pense que si on faisait un petit sondage, on pourrait avoir pas mal de définitions de ce que c'est différentes de ce que c'est que l'OTT. Mais en tout cas, si on prend un vecteur parmi ces formes, qui est notamment l'utilisation de ces boîtiers OTT qui sont branchés au téléviseur, qu'on évoquait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a 5 millions de personnes qui, au quotidien, utilisent ces boîtiers. Donc c'est effectivement important et c'est un vecteur de distribution qui se développe. Avec l'apparition évidemment, la SVOD pousse le développement de ces applications, mais aussi d'applications télé. On a MyCanal, Molotov, qui sont également très représentés sur ces offres-là. Et il y a vraisemblablement une vraie demande de la part des utilisateurs. Sur l'OTT, au départ, c'est une manière de transmettre. Ça veut dire qu'on ne passe pas par un distributeur. Et puis, on a eu tendance pendant longtemps à faire une assimilation OTT-SVOD parce que le premier grand acteur OTT, ça a été Netflix. Mais donc, si on revient aux racines, l'OTT, ça vous permet d'aller directement chez le consommateur sans passer par la case box ou accord avec un distributeur. Ça a un avantage apparemment formidable pour la chaîne ou pour le service, c'est qu'il garde 100% des recettes.
si c'est un service payant. La contrepartie, c'est qu'il supporte 100% des coûts techniques de délivrance du signal, de gestion des abonnements, de facturation, et puis des coûts marketing, parce que plus il y a de monde dans ce paysage, plus ça coûte cher de pouvoir émerger. L'autre dimension, et c'est là où il faudra savoir choisir ses combats et peut-être n'être pas dans tous les environnements, sur toutes les smart TV, sur toutes les consoles de jeux, etc., c'est que tous ces appareils-là, ils subissent des mises à jour très fréquentes, très régulières, éventuellement plusieurs fois par an. Et à chaque fois que Samsung sort une nouvelle gamme de smart TV ou que Google fait un update de Chromecast, eh ben, c'est des coûts pour les éditeurs d'adaptation de leur appli. Donc attention au côté miroir aux alouettes. Et donc, c'est seulement, pour le dire autrement, je pense que ça sera réservé une distribution OTT substantielle à des marques fortes, voire très fortes. La petite chaîne d'apprentissage du yoga qui pensera y trouver sa clientèle, je crains que ça soit un peu décevant. 15 minutes top chrono, vous avez tenu le pari. Merci infiniment à tous les deux. Merci Julien.